Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va nous permettre de revoir ensemble les éléments à intégrer au livrable permettant de lancer un projet avec des exemples concrets ainsi que des conseils. Donc, il s'agit ici de présenter les éléments attendus, de quoi doit être constitué le lancement d'un projet, quels sont les éléments importants et structurants. Comme vous le savez, un projet a un début et une fin. J'enfonce une porte ouverte, mais la réunion de lancement, c'est l'occasion de rappeler à tout le monde la substance du projet, qu'est-ce qu'on veut faire de ce projet, comment on va le faire. Donc, dans l'exemple qui va être pris ici, il est issu du monde de l'informatique. Mais vous allez voir que ce qu'on va dérouler dans cette présentation, vous pouvez avoir la même approche pour un autre projet. On prendra une analogie avec la construction d'un immeuble. Rentrons un peu plus dans le détail, nous allons parler d'un projet de sécurisation informatique pour l'entreprise Zen, qui est accompagné par son partenaire, son sous-traitant, du nom de PAC. Zen est donc le client, PAC est donc le partenaire. Passons au slide suivant, l'agenda. Vous allez présenter à votre auditoire comment est constituée votre présentation. Première partie, présentation des équipes. Comment va être organisé le projet? Qui va gérer quoi? Quel contact pour quel sujet? Ensuite, on va rappeler le contexte du projet, l'enjeu pour le client, quelle valeur ajoutée va apporter ce projet, quels sont les objectifs qui vont permettre d'y répondre et bien sûr le périmètre associé. Ensuite, l'architecture technique a un besoin fonctionnel formulé, nous avons en général un moyen qui va être mis en place et c'est souvent un moyen technique. Prenons un exemple. J'ai des applications sur mon système d'information. Je demande fonctionnellement à ce que ces applications soient accessibles depuis les smartphones de mes collaborateurs. Très bien, ça c'est le besoin fonctionnel. Mais techniquement, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? Peut-être des nouveaux serveurs, peut-être de nouvelles zones de sécurité. Si on fait l'analogie dans le monde du bâtiment, je vais avoir un besoin qui est d'avoir un bâtiment autonome. Le moyen technique que je vais mettre en face, ça va être par exemple des panneaux solaires. Ensuite, on passe au point 4, la méthodologie projet. Elle va être structurante dans le sens où c'est elle qui va présenter comment vous allez organiser le projet pour atteindre les objectifs et donc répondre aux enjeux de votre client. Dans cette méthodologie projet, vous allez également préciser les prérequis ainsi que les hypothèses. Pourquoi? Comme je vous le disais en introduction, entre le moment où le projet est réfléchi, où il va y avoir la phase d'avant-vente avec un échange entre les achats et une société de service ou une société de partenaire, il peut se passer un certain temps. Rappeler ces prérequis et ces hypothèses permet de replanter le décor. C'est très important. Point suivant, point 5, les points ouverts. Ici, vous allez pouvoir y mettre les interrogations que vous avez, car lorsque l'on fait les slides de la réunion de lancement, on n'a pas forcément toutes les réponses. Ce sera l'occasion de les soulever et de les mettre en visibilité du client. Le point 6, analyse de risque. C'est ici que vous allez mettre en avant les risques que vous avez identifiés ainsi que leurs conséquences. Ensuite, point 7, l'engagement de service. Quel est l'engagement que vous mettez en place pour répondre aux enjeux et donc à l'objectif du projet? Le planning vient ensuite. Monsieur le client, voici comment se déroulera votre projet pour garantir son succès et atteindre, encore une fois, l'objectif. Et enfin, les jalons du projet pour la facturation. Passons à la présentation des équipes projet. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre un diagramme sur lequel apparaît votre organisation, l'organisation de PAC. Ici, vous allez retrouver en partie basse les ingénieurs ou personnes qui vont être en charge de réaliser les prestations, suivi des chefs de projet qui vont être en charge du suivi des actions, de s'assurer que nous atteignons les objectifs. Sur un projet tel que celui que je vous le présente, on a différents streams, on a la transition, donc qui va être finalement les personnes qui vont récupérer le projet une fois qu'il sera terminé pour l'opérer. Ensuite, vous avez le change,
ou l'accompagnement des utilisateurs et la partie technique pure d'implémenter la solution. Lorsque l'on commence à avoir des segmentations de ce type-là, nous avons en général un directeur de projet qui agrégera les informations et qui aura donc ce job de s'assurer que tout le monde va bien dans le même sens et il va ensemble. Et vous avez les classiques chefs de service et directeurs de business unit avec les homologues qui vont en face côté commerce, responsable du commerce et directeur de la relation client. Vous voyez là sur le côté, vous avez des N1, N2, N3. Ce sera les niveaux d'escalade. Lorsqu'il y aura des problématiques sur le projet, on va le voir juste après. Le slide suivant, c'est le même, mais côté client, donc Zen. Ici, vous verrez que les titres vont changer. Effectivement, on a rarement chez un client final un responsable de business unit, on parlera plutôt d'un DSI. C'est pareil, euh, on aura un certain nombre de postes. Ici, vous voyez par exemple le directeur du programme. On ne va pas forcément le nommer directeur de projet, il va être directeur d'un programme en particulier. Côté commerce, là, vous n'avez plus de commerce, mais une notion d'acheteur. Bref, tout ça pour vous dire que vous allez avoir une organisation en miroir, c'est l'idéal. Maintenant, dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Il y a certaines personnes qui vont avoir double casquette, donc ce sera intégré. Et ce qui est important ici, au-delà de présenter les personnes, c'est de montrer aux clients que vous êtes organisé pour répondre finalement au challenge, au projet qui vous attend. Et ça, c'est extrêmement important. Bien sûr, un des éléments quand même, ça permet de situer les personnes en fonction de leur job. Typiquement, dans l'exemple que j'ai pris ici, le chef de projet de transition discutera évidemment de façon naturelle avec le chef de projet production. Bon, excusez-moi, qui porte le même nom. Le but, c'était plutôt de vous montrer que les interactions seront naturelles. Maintenant, il y aura forcément des interactions avec d'autres personnes. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes amené à faire une réunion fonctionnelle, ne vous arrêtez pas simplement aux personnes qui vont aller faire des vidéos pour les utilisateurs par la suite. Amenez les personnes techniques parce qu'elles ont aussi un regard pour dire bah, nous on va déployer ça et finalement le rendu sera de cette façon-là. Ainsi, il n'y aura pas euh, de fausses impressions. On sera tous alignés et on ira tous dans le même sens. C'est ce que je mets ici aussi en remarque, c'est que là, vous avez un schéma organisationnel des deux structures. Naturellement, donc les personnes vont discuter entre elles à leur niveau. Maintenant, si vous voulez une matrice de communication, il vous faut un livrable bien spécifique. Et en général, la matrice de communication va aller en fonction des étapes du projet. Ok, je vous parlais d'escalade tout à l'heure. C'est important. Alors, le slide peut être beaucoup mieux présenté, je vous l'accorde. Ce qui est important de dire ici, c'est que si l'une des deux parties estime qu'un jalon est à risque, parce que la qualité n'est pas au rendez-vous, parce que le jalon ne sera pas tenu, alors c'est important d'escalader. Surtout si en réunion de suivi, vous n'avez pas trouvé de solution, ou alors que ce n'est pas une solution satisfaisante à votre sens. Pour cela, formalisez-le dans un mail. Vous l'envoyez à votre homologue, vous mettez en copie le N+1 et vous l'abordez en copie. Extrêmement important. Ainsi, d'un copie à l'autre, vous pourrez suivre l'évolution de ce point. Et enfin, les contacts. Donc on a vu les noms, on a vu qui discute avec qui globalement, mais c'est important d'avoir les emails et numéros de téléphone, fixe et mobile. Ce sera plus facile pour joindre les différentes personnes. Ainsi, chacun aura cette matrice et pourra joindre l'interlocuteur. Très bien, les équipes étant présentées, passons maintenant au contexte projet. Ici, vous allez rappeler l'objectif macro de la solution proposée, en commençant par les enjeux pour votre client. Ici, c'est de sécuriser l'utilisation des applications métiers depuis un téléphone portable en dehors de l'entreprise. Et si c'est possible, indiquer le nombre d'utilisateurs impactés. Dans notre cas, c'est 200 000. La phrase du dessous, elle est extrêmement importante parce que avant cette réunion de lancement, vous vous êtes renseigné et vous avez eu l'information que ce projet s'inscrit dans l'accélération de la transformation digitale du groupe Zen. Ça veut dire que ce projet est critique, sensible et sera donc suivi de très près par la DSI. Ensuite, vous allez rappeler au client quelles sont les fonctionnalités qui existent et qui sont donc à reconduire, que vous avez pris en compte, et les nouvelles fonctionnalités qui sont finalement
l'objectif à atteindre. Donc, en termes de fonctionnalités à reconduire ici, eh bien, on veut que mon utilisateur qui a son téléphone portable puisse continuer d'utiliser ses applications en interne de façon authentifiée, donc sécurisée, avec un management centralisé de ce logiciel. En termes de nouvelles fonctionnalités, on va donc pouvoir utiliser et finalement faire la même chose, mais en dehors de l'entreprise et s'assurer aussi d'être sous un Apple ou sous un Android et que ça fonctionne et que l'expérience utilisateur soit la même. Ici, vous venez en 2 slides de résumer les enjeux, les objectifs, mais également les fonctionnalités. Passons maintenant à l'architecture technique. Attention, nous sommes en réunion de lancement, même s'il y a le terme technique, ne soyez pas technique dans votre approche. Ayez une architecture générique. Ce que je vous conseille, c'est de présenter donc un schéma global, générique. Le but n'est pas d'avoir une discussion en profondeur de cette architecture. On le verra après, il y aura des étapes pour cela. Par contre, ce qui est important, c'est de remettre en exergue finalement quels équipements vont permettre de donner fonctionnellement ce qui est attendu, mais aussi de rappeler les éventuelles contraintes et les éléments structurants de l'architecture. Exemple, vous avez des contraintes, enfin, le client a des contraintes de sécurité très fortes. C'est très bien. On doit jouer avec cette règle du jeu. Et donc, bah, pour répondre à cette contrainte de sécurité, il y a par exemple une population donnée qui n'aura pas accès à l'ensemble des applications métiers depuis leur téléphone portable, depuis chez eux. Ça peut être un compromis qui a été trouvé lors de la phase avant-vente. Et là, je réinsiste, c'est pour ça que ce type d'information doit apparaître en réunion de lancement, parce qu'il n'est pas impossible que le client finalement voit ça et dise non, finalement, on a eu une autre approche, donc qui pourrait encore finalement faire bouger les lignes. Il faut savoir qu'un projet n'est jamais figé. Donc même si en réunion de lancement, vous avez eu votre commande avec un périmètre, des hypothèses, des prérequis, vous pouvez être amené à gérer les changements. Et pour finir sur ce slide, c'est pas forcément au chef de projet de le présenter. Vous êtes accompagné d'une équipe lors de la présentation. Vous pouvez très bien laisser votre leader technique mener finalement la discussion autour de ce slide. Par contre, prévenez-le, le but n'est pas de rentrer dans des discussions techniques. Et si vous voyez que ça commence à partir en discussion technique parce que le client intervient, vous mettez fin à cette discussion en disant comprenez que là, on n'aura pas le temps de faire ce niveau de détail, de rentrer dans ce niveau de détail. Par contre, voilà, il y aura des ateliers prévus pour. Et ça permettra voilà, de ne pas frustrer le client et de pouvoir continuer votre présentation. Passons à présent à la méthodologie projet. Donc, on va commencer par expliquer au client comment va être suivi et quelle communication va être associée au projet. Donc, ça dépend encore une fois de la taille des projets. Là, on est sur un projet relativement important qui va demander 3 types de réunions. La première, réunion technique entre leaders techniques. Le but est de s'assurer que ce que le partenaire prestataire va déployer dans l'environnement du client convient finalement au client. Et pour cela, ce meeting est parfait. Il est aussi l'occasion de remettre en cause des décisions d'architecture, d'en prendre des nouvelles. Un document de suivi est largement préconisé pour cela. Vous avez ensuite le comité de suivi projet. Là, c'est un comité qui se fera en général entre les chefs de projet. Le but est de s'assurer que l'ensemble des actions qu'on aura présentées au planning, finalement, vont être suivies et vont être atteints. Et sinon, bah, quels sont les moyens que l'on va mettre en face pour y arriver. Et enfin, le comité de pilotage. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un fichier de suivi pour les comités de pilotage. Moi, je vous préconise d'en avoir un. Pourquoi? Parce que l'ensemble des éléments que va vous remonter le chef de projet comme élément important, critique, si vous n'avez pas un fichier de suivi dans lequel vous notez à quel moment ce sujet est apparu, quelles sont les solutions qui ont été proposées, quelle est la solution qui a été retenue, et donc de le suivre de copile en copile, ça risque d'être compliqué.
Là, vous avez un panel d'outils qui vous permet de le faire. On reverra ça dans des vidéos spécifiques dédiées au suivi des projets. Et vous indiquez sur la partie basse, finalement, comment la réunion va être faite. Donc, si c'est des réunions hebdomadaires, si c'est des réunions mensuelles, si elles sont par téléphone, en présentiel, et à la fin de la réunion, qu'est-ce qui se passe? J'ai un document, je le mets à jour, et le client a 2 jours pour le valider. Comme ça fixe les règles du jeu. Et c'est très important de le mettre, et c'est la réunion de lancement qui est le parfait endroit pour le faire. Passons à présent aux phases du projet. Monsieur le client, voici comment va être séquencé votre projet. On débute par la phase d'initialisation, c'est celle que nous sommes en train d'aborder dans cette réunion de lancement. Suivra la phase de définition avec l'ingénierie et les ateliers qui permettront de créer la documentation, suivi par la phase de construction. Donc la phase de définition permet d'avoir le socle du projet, d'avoir les fondations et donc de pouvoir bâtir sur ces fondations sur des éléments validés. C'est vraiment important. Et donc dans cette phase de construction, on va pouvoir commencer à configurer les équipements, à créer les supports de formation pour les utilisateurs, à auditer un certain nombre de sites sur des projets worldwide qui demanderaient justement de s'assurer que tous les prérequis techniques soient au vert pour accueillir la solution et d'éventuelles évolutions pour accueillir les nouvelles fonctionnalités. Suite à cette phase de construction vient la phase de déploiement où on va déployer la nouvelle solution, former les utilisateurs et entamer la phase de transition. C'est-à-dire que la tierce personne qui va récupérer le projet et qui va donc l'opérer, ou bien tout simplement apporter un support aux utilisateurs, doit être formée pour savoir ce qu'elle va opérer, quelles sont les fonctionnalités à opérer. Et bien sûr, la phase de transition où cette tierce personne récupère à proprement parler le projet qui devient un élément intégré à sa production. Je vais faire un petit aparté puisque on peut très bien se dire que là, j'ai effectivement balayé ces phases projet en fonction d'un projet informatique, mais on pourrait le refaire exactement de la même façon pour un projet dans le bâtiment et reprenons notre exemple d'immeuble. La phase d'initialisation, très bien, on lance le projet d'immeuble autonome. La définition, on va créer un certain nombre de documents, des documents d'architecture, c'est vraiment semblable. On va définir comment le bâtiment doit être fait, on va rentrer dans un niveau de détail plus important, où vont être les prises électriques, où vont être les fenêtres, etc. On va construire ce bâtiment, on va le préparer, on va le déployer au sens où on va intégrer les différents éléments. Je veux un bâtiment autonome, très bien, donc je vais apporter mes panneaux solaires sur ce bâtiment. Et puis, je vais aussi peut-être avoir une tierce personne qui va récupérer finalement le support, alors pas utilisateur à proprement parler, et encore que, mais la gestion de ce bâtiment, ça peut tout à fait être le client, et donc on va l'accompagner, le préparer à récupérer ce bâtiment qui va lui être après assigné. Donc vous voyez, on peut tout à fait adapter en fonction de son projet et surtout de la discipline dans laquelle on se trouve. Maintenant, et pour finir sur ce slide, il y a une chose importante. Là, c'est très séquentiel dans la réalité. On n'est pas obligé d'attendre que l'ensemble de la phase de définition soit complètement validée pour passer à la phase de construction. Si vous faites ça, vous allez créer des dépendances trop fortes et donc vous n'allez pas amener ni de flexibilité ni d'agilité au client. Attention, je ne vous dis pas d'accepter de passer à la phase de construction et donc de monter votre infrastructure, votre bâtiment, si rien n'est décidé, rien n'est défini. Là, bien évidemment, on va à la catastrophe. Ok, passons à l'exemple de la phase d'initialisation. Ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de reprendre les tâches et bien sûr de dire qui est responsable de quoi. La fameuse matrice de responsabilité. Elle me semble indispensable pour cette réunion de lancement. Ça permet de savoir qui fait quoi, mais pas à quel moment. Ça, c'est le planning qui va vous le dire, mais qui est responsable de quelle action. J'ai pris un exemple simple, réunion d'initialisation, compte rendu de la réunion et sa validation. Donc, vous avez 4 types de responsabilités, R, A, C et I. Donc, R, c'est la personne qui fait l'action. Vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, ça peut être aussi bien côté client que
côté prestataire. La personne accountable, c'est la personne en charge. Il ne peut y en avoir qu'une seule. C'est soit le client ou alors c'est soit le prestataire. Consulter, donc ça peut être une personne dont on va faire appel parce que elle peut avoir des compétences spécifiques et informer. La personne, en général, sera dans un mail ou dans des communications, mais ne sera pas sollicitée. Donc, dans notre cas, prenons la réunion d'initialisation. C'est bien l'entreprise prestataire PAC qui est responsable et accountable, puisqu'ils créent le support et c'est à eux de d'insuffler finalement le fait de créer cette réunion et de l'initier. Et bien sûr, le client, lui, est responsable d'y assister. Le compte-rendu de la réunion, c'est PAC qui est en charge de le créer, donc de le faire, et le client en est informé. Par contre, la validation, les rôles s'inversent. On ne peut pas être jugé partie, donc le client a cette responsabilité de valider ce compte-rendu. Donc, on rappelle les prérequis hypothèses. Alors, encore une fois, hein, là, c'est un exemple assez simple, donc il y en a très peu. Ça peut paraître assez. Enfin, je vais sûrement enfoncer une pente ouverte, mais normalement, pour qu'une réunion puisse se lancer, la proposition doit être acceptée. Donc, on sait que dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Euh, et puis, bah, les services professionnels, autrement dit, au-delà de la proposition qui est acceptée, c'est aussi la commande qui est arrivée chez le partenaire. Mais pour un, un mode où ce serait une présentation purement client orientée à un client, c'est finalement avoir le budget. Passons à présent à l'étape suivante qui est la phase de définition. Ici, j'ai choisi de me concentrer sur les aspects techniques. En termes de présentation, je pense que c'est important pour le client de ne pas tout mélanger, de ne pas mélanger les aspects techniques avec euh, la gestion du changement des utilisateurs, par exemple. Donc, sur les aspects techniques, ici, je vous ai mis un peu plus de détails. Encore une fois, tout le détail n'y est pas. Le but est de comprendre les éléments importants euh, qu'il faut intégrer. Donc, vous allez avoir un certain nombre de workshops ou d'ateliers sur lesquels, finalement, vous allez vous mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments avec le client. Donc, c'est pour ça que le client euh, est en action, il est responsable. Par contre, c'est bien vous qui êtes accountable de l'accompagner. Si- donc ça, c'est vraiment important. Et puis bien sûr, la communication des informations techniques, le client, lui, connaît son architecture et a accès à ces informations. C'est à lui de vous donner les éléments techniques dont vous n'auriez pas accès. Ensuite, vous avez la phase de rédaction de la documentation. Globalement, ça paraît très séquencé. Dans la vraie vie, il n'est pas rare de définir ensemble une méthodologie, par exemple, de migration, et dans la foulée, de commencer à rédiger cette méthodologie. Et l'idéal, c'est de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que si vous attendez 3 semaines pour rédiger votre méthodologie et à la fin des 3 semaines, vous livrez, je vais dire une bêtise, hein, 50 pages au client, ça va être invitable pour lui. Et il va vous demander de lui-même des réunions pour comprendre ce que vous avez mis, pour que vous lui présentiez. Donc, pour gagner du temps, faites-le au fil de l'eau. Vous faites la réunion où vous allez récupérer des informations, vous allez vous mettre d'accord finalement sur l'enchevêtrement des différentes étapes, et puis voilà, vous allez commencer à rédiger les choses, et indirectement, vous allez l'embarquer avec vous. Donc ce sera aussi d'autant plus facile d'avoir la validation. Maintenant, ne perdons pas de vue que la réalisation, elle est bien chez vous, mais la validation, bien sûr, c'est le client qui met le coup de tampon final pour dire OK, ça me convient. Ensuite, eh ben, on va se rappeler un certain nombre de prérequis, d'hypothèses. Donc, l'idéal, c'est que la phase précédente soit terminée, mais encore une fois, dans la vraie vie, vous allez forcément avoir des chevauchements. Euh, Ça paraît assez évident, mais il faut que l'équipe côté client soit disponible pour pouvoir avancer ensemble et tenir les jalons. Il est aussi important d'avoir les bons interlocuteurs parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être en réunion et d'avoir une personne qui ne sait pas finalement, et donc là, ce sera une alerte à remonter tout de suite. Et puis, bon, après, ça, c'est des éléments pas annexes, mais c'est vraiment situationnel. Dans le cas de ce projet, on avait besoin de faire un document de collecte, et donc, ce document de collecte devait être parfaitement complété par le client pour commencer les livrables, et le matériel devait être livré.
dans la vraie vie, c'est ce que je vous disais, avancez avec le client le plus possible en parallèle, parce que là où vous pensez qu'avancer en parallèle, ça va vous prendre plus de temps, c'est faux. Parce qu'à la fin, c'est ce que je vous disais, vous allez devoir repasser du temps avec le client parce que bah, il faudra lui représenter les choses. Et peut-être que si vous ne l'embarquez pas suffisamment avec vous, ça peut être compliqué. Abordons à présent les points ouverts. Donc, comme je vous le disais, le but des points ouverts, c'est de faire apparaître les éléments sur lesquels vous n'avez pas encore de réponse. Et dans ce meeting, vous pourrez également ajouter d'autres points ouverts. Là, j'ai fait apparaître des éléments assez basiques, tels que les conditions d'accès à un site client, en heure ouvrée et non ouvrée. Parfois, on est obligé d'intervenir sur des HNO. La liste des contacts techniques, peut-être que lorsque vous avez fait vos slides, bah, vous n'aviez pas ces informations. Les key users fonctionnels, extrêmement importants puisque vous allez avoir votre interlocuteur client, mais vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des key users. C'est des personnes qui vont être détachées pour votre projet, qui sont en général des utilisateurs du produit final, et ces personnes-là vont vous aider à avoir l'approbation indirectement de l'entreprise. Et puis voilà, je vous ai mis d'autres exemples. Ok, analyse des risques. Alors là, on arrive sur un chapitre très intéressant. Ok, ce qu'on a l'habitude de voir, je vous donne un exemple, je suis désolé, je fais un raccourci. On va identifier un risque fonctionnel, on va dire non disponibilité des utilisateurs du client. Là, c'est la meilleure façon de vous faire envoyer bouler. Je l'ai fait aussi, hein, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, il faut vraiment l'éviter. Parce que ça n'amène pas grand-chose. Un risque, rappelons-le, ça doit être issu d'une situation qui va engendrer le risque et une conséquence donnée. Il y a des techniques pour prendre des risques, on ne va pas le voir ici. Et après, un risque est à gérer ou non. C'est vous qui le voyez. Moi, je vous propose plutôt ce type d'approche. J'ai identifié un risque technique. Étant donné que la plateforme n'a pas fait l'objet de mise à jour depuis 6 mois, il est possible que nous rencontrions des bugs lors de l'installation, activation des nouvelles fonctionnalités. Ok, donc là je donne un état. Ensuite je donne la conséquence. La conséquence sera la non mise à disposition des fonctionnalités et donc un retard planning. C'est la conséquence possible. Et là ce que je vous dis aussi, alors ça c'est plutôt une note, on peut aller plus loin effectivement en indiquant en fonction de la sensibilité du projet que ça pourrait même avoir dégradé l'image de l'IT. Parce que si c'est une fonctionnalité qui est promise, sur lequel on a un jalon engageant qui ne peut pas bouger, là déjà, je vous avertis, monsieur le client, ça peut être très compliqué de tenir parce que votre plateforme, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas subi de mise à jour. Or, on sait que l'informatique est friand d'évolution et donc on prend un risque important. Là, vous l'avez mis dans une situation, vous avez donné la conséquence, là vous aurez une oreille attentive. Vous vous rendez bien compte que là, vous donnez un réel argumentaire qui permet de noter à quoi on peut s'attendre. Après, je donne un autre exemple, un risque externe. Étant donné qu'une compétence rare et stratégique de ce projet est identifiée sur un seul profil, euh, qui n'est pas affecté à 100% sur le projet, il est possible que nous ayons des difficultés pour organiser les phases du projet. La conséquence sera l'impossibilité de garantir les jalons, risques et donc un potentiel décalage du projet. Bon, ici, en fait, il y a deux risques en un. C'est j'ai une seule personne qui a la compétence et en plus de ça, elle n'est pas affectée à 100% au projet. Donc là, j'ai deux risques en un, très clairement. On pourrait les scinder. Mais là encore, vous voyez, vous dites pas juste on a peur que vous ne soyez pas disponible. Non, on sait que la personne n'est pas 100% sur le projet et en plus de ça, on sait que c'est une compétence rare. Nous, on ne l'a pas potentiellement, ou alors, du moins, on ne l'a pas identifié sur le projet. Donc voilà, là, vous mettez vraiment en avant la notion de risque. Point suivant, engagement de service. Donc, vous êtes la société PAC, vous êtes prestataire. Quels sont les engagements que vous mettez sur la table? Bon, bah, tout d'abord, c'est rappeler que vous êtes en engagement de résultat. C'est-à-dire qu'il y a un périmètre, vous y avez associé des prérequis, des hypothèses, et vous êtes engagé à réaliser ce projet par rapport à ces éléments-là. Donc ça veut dire que si vous avez mal prévu certaines choses, c'est pour vous. Maintenant, la vraie vie aussi, c'est que on aura toujours la possibilité d'interpréter ce qui est écrit
en avant-vente. C'est pour ça que être le plus précis possible, bah, ça va aider. Maintenant, on n'a pas toujours la possibilité de cette précision. C'est aussi pour ça qu'on prend des prérequis et des hypothèses. On rappelle qu'on a une équipe projet dédiée, c'est super parce que ça veut dire que on a des personnes qui vont être là à 100% pour ce projet et en plus piloté par un directeur de programme. Ça peut être un des éléments qui a fait basculer l'offre en votre faveur. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que bah, ce qui n'est pas dans le périmètre, indirectement, c'est pas chez vous. Alors, c'est une vision très prestation et ça peut être mal perçu par les clients, mais c'est, je pense, important de rappeler que voilà, on s'est engagé sur un périmètre, on saura délivrer ce périmètre. Maintenant, ce qui est en dehors, on pourra sûrement vous aider, mais c'est important de rappeler les choses. Et donc ici, bah, vous avez rappelé l'engagement que vous portez, mais aussi celui du client. Ok, là on passe au planning. Alors, là, je vous ai fait un planning assez macro. Le but, c'est de voir quelles sont les tâches. Vous voyez, je les ai regroupées par domaine technique, par le domaine de transition, donc accompagnement utilisateur, et de change, qui est euh, la solution technique est déployée. Et ensuite, j'ai un tiers qui va récupérer la solution pour ensuite donner support aux utilisateurs. Donc, le code couleur, c'est plus sympa, ça permet d'être visible. Là, c'est des éléments que vous pouvez présenter à peu près à n'importe qui. Il n'y a pas euh, de, de détails de tâches. Vous voyez, la tâche elle dure 4 semaines. Par contre, ce qu'il y a dedans, on n'en sait rien. Mais globalement, en fonction de l'interlocuteur que vous allez avoir, ça, c'est pas son problème. Enfin, c'est pas son problème. Il n'est pas intéressé par ce qu'il y a dedans parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui vont s'en charger. Donc ça, c'est un premier niveau d'information intéressant. Vous voyez, vous avez les mois, vous avez les week-ends, enfin, pardon, les semaines et les différentes tâches qui nous permettent d'arriver au jalon important qui est la fin de la migration. Donc c'est ce que je vous dis ici, hein. Euh, Ça, c'est réalisé avec du PowerPoint. Ça peut être assez fastidieux, c'est très lisible, c'est vrai que c'est efficace, ça peut être adapté à un copil. Maintenant, on n'a pas forcément le temps de le faire, et puis ça dépend aussi de la taille du projet. Voici une autre présentation. Là, pour le coup, j'ai utilisé l'outil Microsoft Project, où vous avez les différentes étapes, vous voyez, toujours avec des codes couleurs. Donc, bah, c'est beaucoup plus rapide à faire, puisqu'une fois que vous avez fait votre project, il vous suffit de réunir les tâches et ça vous donne ça. Vous savez à peu près, enfin, c'est pas à peu près, vous savez quand commence et quand s'arrête la grande tâche, les sous-tâches, etc. Bon, par contre, hein, pour un manager, c'est vrai qu'il y a un exercice qui est de regarder les mois, etc. Donc, c'est moins accessible. Et puis de toute façon, vous allez devoir entrer dans un niveau de détail. C'est-à-dire que vous allez devoir dire, OK, j'ai ma réunion de lancement, j'ai mis différentes phases. J'ai ma phase de définition, j'ai mis différentes phases. De quand à quand, quelles sont les ressources qui sont affectées. Bon, là, j'ai mis le nom du client, et puis on peut avoir des notes. Bah, très concrètement, le client exige que pour les ateliers, je les fasse sur site. Voilà, donc je suis rentré un peu plus dans le détail. Vous voyez, alors, il y a beaucoup de copier-coller, hein, parce que finalement, vous allez avoir un livrable, vous allez avoir sa rédaction, vous l'expédiez au client, il y a une phase de relecture, et puis il y a une correction validation. Bon, euh, très concrètement, on voit ici qu'on reprend les mêmes étapes. Euh, oui, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que dans notre cas, on a pris l'exemple d'un client qui nous a demandé de compresser le planning. Donc, il faut trouver des solutions. L'une des solutions, c'est de compresser les phases de relecture. Attention, faire ça, ça a forcément des impacts, puisque la qualité des livrables va être impactée. Mais ça, c'est des éléments que vous aurez vus avec le client. Vous l'aurez averti des risques. Et puis après, voilà, c'est un choix que l'on prend en faisant ça. Bon, et puis bah, vous voyez, hein, j'ai repris la durée de la tâche, la date de début, la date de fin, qui fait forcément la durée, euh, qui est en charge de quelle action. Donc là, c'est simple, c'est binaire, c'est soit Zen, soit Pack, et puis des commentaires qu'on peut être amené à faire. Par exemple, voilà, il faudra expédier le livrable à 14 heures. Euh, c'est important, la correction et validation, ça se fera sur site avec le client. Et puis ces deux documents-là, pardon, ces deux documents-là, on s'est dit que c'était pas important pour aller vite en production, donc ce sera à planifier plus tard. Donc, pour l'instant, ça apparaît pas encore dans le planning. Nous arrivons presque à la fin de cette présentation et nous allons aborder le dernier chapitre, jalon de projet et facturation. Donc ici, vous allez rappeler les engagements de service qui va vous lier avec votre client et inversement qui va lier le client au partenaire. À partir de quel moment je peux
aller demander de l'argent, à partir de quel moment je dois verser de l'argent. Donc, c'est important de le préciser. En général, c'est convenu en phase avant-vente du projet. Vous allez avoir précisé que vous allez pouvoir facturer ici, dans notre exemple, 30% à la commande des prestations, 60% au prononcé de la VABF, qui est un jalon projet, et 10% à la clôture du projet. Attention, sur des gros projets, vous allez avoir un nombre de jalons beaucoup plus important. Et ce qui est important, si ça n'a pas été fait en avant-vente, c'est de définir ce qui va en face de ce jalon de facturation. Parce que très concrètement, dans le projet que l'on vient d'aborder là, on a une phase de design avec un certain nombre de livrables. Soit. Maintenant, est-ce que la fin du design, c'est la rédaction et la validation du HLD, la rédaction et la validation du LD? On n'en sait rien. C'est pas suffisamment précis. Donc en général, en avant-vente, on ne va pas aller dans ce niveau de détail parce que le but est de vendre, on ne peut pas freiner la vente. Maintenant, lorsque vous êtes en mode projet, il faut vous mettre d'accord avec votre homologue. Là, ce sera une discussion entre directeurs de projet. Sur des plus petits projets, c'est des discussions entre chefs de projet. Il y a très souvent le commerce et les achats qui entrent dans la boucle. Et le but, c'est de se mettre d'accord pour dire, OK, à la fin de design, j'ai tant de pourcentage que je peux, entre guillemets, réclamer et que vous devez me verser. Maintenant, on se met d'accord pour dire, quand on a atteint cet objectif-là, c'est peut-être qu'on n'a pas besoin de l'ensemble des livrables pour mettre la fin de design, ou peut-être que si, mais au moins on l'aura précisé. Et c'est important parce que derrière, ça évitera des tensions et des incompréhensions. Nous arrivons à présent au dernier slide de la présentation. Il est l'occasion de demander au client s'il a des questions ou des remarques. En général, lors du meeting, il y a des interactions et c'est très bien, mais à la fin, on peut toujours avoir des sujets qui n'ont pas été vus ou alors qui demandent des réflexions et qui donc maintenant sont un peu plus clairs dans la tête du client et qui vont lui permettre de poser des questions. Attention, encore une fois, on n'est pas en atelier, donc il faudra réussir à recadrer si besoin est. Pour vous, c'est également l'occasion de rappeler les prochaines étapes. Vous avez présenté votre planning, maintenant rappelez les prochaines étapes. Rappelez que d'ici une semaine, on va avoir un atelier sur tel sujet. Comme ça, tout le monde aura en tête cette fameuse étape. Indiquez que vous allez envoyer la réunion pour bloquer les agendas. Ainsi, tout le monde sera rassuré. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Vous avez maintenant un aperçu de ce qu'est une réunion de lancement. Pour des personnes qui ont plus l'habitude, j'espère que ça pourra vous avoir aidé. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. N'hésitez pas, d'autres vidéos vont apparaître sur cette chaîne. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions.